Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin et votre émission Actu Matin. Merci de démarrer votre journée du lundi 8 mars avec nous. C'est la matinale chez vous. Installez-vous. Rabali Para, Clément Tchadé, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous. Allez, 8 mars, journée internationale de la femme. Nous entrons dans cette émission en rendant un grand hommage aux femmes pour les luttes qu'elles mènent pour leurs droits et surtout pour la réduction des inégalités. Ce matin, on se penche sur la situation de la femme béninoise depuis l'instauration de cette journée. Il y a-t-il eu des avancées? En tout cas, c'est pas très évident si on se réfère un tant soit peu à l'actualité de ces dernières heures d'action à l'occasion du 8 mars. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau s'est entretenu avec les femmes sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid. On comprendra mieux cette actualité avec notre invitée, Madame Valérie Idossou, déléguée nationale aux affaires sociales de ce parti. Alors, parlons justement des partis politiques, on y voit et on voit venir la prochaine élection présidentielle. Dans quelle stratégie sont-ils? Qui va gagner l'élection présidentielle des trois duos de candidats dans la course à la Marina? Bien évidemment, nul ne le sait pour le moment. Il faut passer par la case élection, c'est pour le 11 avril. Et bien avant, il faut aller à la conquête des électeurs et donc passer par la campagne électorale. Elle couvre la période du 26 mars au 9 avril 2021, comme le précise le calendrier de la Sénat. Le champ politique est de plus en plus animé, des caravanes pour la paix sillonnent notre pays. Les états-majors affinent leur projet et donnent le signal de ce que sera cette campagne électorale ouverte au rassemblement de plus de 50 personnes désormais, et ce exceptionnellement. Référence faite à une des décisions du dernier Conseil des ministres. On en parle au forum de discussion. Dans la suite du programme, vous aurez les sports avec Hakime Sedou Seni qui revient donc des stades avec beaucoup de résultats pour nous. Et puis en fin d'édition, votre revue de presse avec Asiongbon Kanyi Asiongbon. Merci de prendre ce rendez-vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les toutes premières nouvelles à la une des parutions du jour avec vous, Wahab Ali Para. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. L'actualité nationale est essentiellement politique. Il y a également cette sortie sur l'affaire Rekia Madougou. On va commencer par Fraternité, élection présidentielle du 11 avril 2021. L'UDBN dévoile le duo de la parité. Le combat de Claudine Prudencio en faveur des femmes du Bénin. Après sa comparution devant la Criette, Rekia Madougou en prison, les révélations du ministre Modeste Kérékou. Élection présidentielle toujours, les jeunes de l'opposition roulent pour le duo Korwe-Agossa. Processus de déclaration et paiement de cotisations sociales, la Caisse nationale de sécurité sociale et les collectivités locales fixent les nouvelles modalités. À la une maintenant de la Nation, journée internationale de la femme, édition 2021, appelle à faire progresser les droits. Tentative de déstabilisation du Bénin, des éléments à charge de Modeste Kérékou contre Rekia Madougou. Défi Info, célébration de la journée internationale de la femme. Claudine Prudencio honore les femmes. Le journal qui nous apprend également que le duo Djemba Hongpe se trouve actuellement dans le zoo. Quotidien informateur, tournoi de brassage interuniversitaire privé, les leçons de foot désaillées au cours Sono, et puis arrestation de Rekia Madougou, le Bénin sauvé d'un complot sous-régional.
Quotidien Le Radar, 8e arrondissement de Cotonou, le chef d'arrondissement Alain Kossi Baguidi, un homme d'action au service de ses administrés. Le journal qui donne des informations sur le CA8. Conférence de presse de l'ANASEB dans le département du Zou. Nous sommes en danger. Alerte les mères enfants du Bénin. Le matin, dossier association de malfaiteurs et terrorisme au Bénin, Modeste Kérékou enfonce le clou. Il se dit prêt à l'expertise des services judiciaires pour authentifier les messages et les captures. 26e édition de la Journée internationale de la femme, Samuel Bacho rend hommage aux femmes béninoises. Le Soleil Bénin Info, affaire Rekia Madougou, les révélations choc de Modeste Kérékou. Le Télégramme, tentative de déstabilisation du régime Talon, Rekia Madougou et 3 co-accusés sous mandat de dépôt. L'autre quotidien à présent, présidentiel 2021 et affaire Rekia Madougou, les autorités déterminées à faire échec à toute tentative de déstabilisation. Affaire Rekia Madougou toujours, les révélations troublantes de Modeste Kérékou. Le potentiel assassinat programmé de personnalités, Madougou déposé en prison pour des actes de terrorisme. Et pour le développement durable de la commune de Lalo, le duo à Domaou Fangbedi prône l'unité d'action politique. Nord-Sud quotidien, administration publique, une nouvelle prime aux agents des ministères et institutions. Interpellation de Rekia Madougou et consorts, le Bénin de jour, une conspiration sous-régionale. Nécessité d'un sursaut nationaliste, selon le quotidien Nord-Sud quotidien. Le matinal, élection présidentielle sans violence dans le septentrion. Abdoulaye Biotchane et Charles Toko en campagne pour la paix. Après sa deuxième comparution devant la Criette, Rekia Madougou déposé à la prison civile de Misirete. Émergence Info, Journée internationale de la femme, Claudine Prudencio et les femmes de l'UDBN célèbrent l'événement. Élection présidentielle du 11 avril 2021 et non 2020, les 11 pays où les Béninois de la diaspora pourront voter. Le challenge, sortie médiatique du ministre de l'Emploi sur l'affaire Rekia Madougou. Modeste Kérékou révèle les implications sous-régionales du complot contre le Bénin. Et puis Jacques Ayadi et ses lieutenants qui prennent d'assaut le 13e arrondissement de Cotonou dans le cadre donc de l'installation de la coordination de Moël Bénin dans le littoral. Les 4 vérités appellent à la mobilisation générale pour une élection paisible. Donna Jean-Claude Oussou fait adhérer 16 mouvements du BR à Porto-Novo. Et puis, célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2021. Un futur égalitaire au Bénin, c'est celui dont rêve l'UDBN, cite sa présidente Claudine Prudencio. Et puis la cloche pour finir, Christian Dandéjan, affaire dite assassinat et terrorisme, Rekia Madougou sous les verrous. Et puis subvention aux fédérations et associations sportives, près de 1,2 milliard de francs CFA alloués aux bénéficiaires. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur la célébration donc de la journée du 8 mars par l'UDBN. Justement. Et au sujet de la subvention accordée par le gouvernement aux fédérations et associations sportives, eh bien, on va en parler tout à l'heure au forum de discussion avec l'ensemble du plateau de débatteurs. Merci à vous, Akabali Para, pour ce tour d'horizon des gros titres de la presse nationale en fin d'édition. Nous allons retrouver Asiongbon pour beaucoup plus de précisions sur les articles relayés dans la presse nationale ce matin. Les informations en images sur Canal 3 et Actu Matin, c'est à partir de cet instant avec Clément Achadé qui nous présente les titres. Bonjour Clément. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, dans les titres ce matin, la paix pendant l'élection présidentielle du 11 avril prochain.
C'est le souhait des membres du parti Bloc républicain. En témoigne l'initiative du secrétaire général national Abdoulaye Biotchane qui, à la tête d'une délégation du parti, s'est rendu à Ndali à la rencontre des leaders de la communauté musulmane de la région. Vous aurez les détails. À suivre aussi ce lundi, nous sommes le 8 mars. Chaque année, la femme est célébrée de par le monde. Entre vie privée et vie professionnelle, les femmes leaders étalent les réalités des faits et les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Une enquête de la rédaction vous propose ce matin le bilan sur la situation des femmes au Bénin. Voilà, nous entendrons donc les femmes ce matin. Merci d'être là. Clément Tchadé, le développement de ces titres, c'est après ceci. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Allez, le journal sur Actu Matin, la tenue le 11 avril prochain de l'élection présidentielle dans un climat de paix tient à cœur les membres du parti Bloc républicain. En témoigne l'initiative du secrétaire général national Abdoulaye Biotchane qui, à la tête d'une délégation de ce parti, était à Ndali où il a rencontré les leaders de la communauté musulmane des communes des départements du Borgou, de la Liborie et de l'Atakora. Les échanges ont porté sur la sensibilisation des masses pour la paix au Bénin. Cette équipe de personnalités politiques du parti Bloc républicain, conduite par le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane, est accueillie à Ndali par des leaders de la communauté musulmane. Venus des 14 communes des départements du Borgou et de la Liborie, ces imams et prédicateurs réunis dans cette salle échangent avec la délégation. Au menu, la tenue le 11 avril prochain de l'élection présidentielle apaisée. Nous devons cultiver cette recherche de la paix. Parce que c'est cette paix-là qui est la première des choses qui nous appartient. C'est cette paix-là qui nous permet de faire tout le reste. C'est cette paix-là qui garantit notre sécurité. Et pour cela, chacun de nous a un rôle. C'est de continuer dans les communautés, de continuer dans nos communes, dans nos villages, dans nos arrondissements, à plaider pour que chacun exprime son droit et, en l'occurrence, exprime son vote sans contrainte. La paix est le maître mot de cette rencontre qui a pris l'allure d'une séance de reddition de comptes des actions menées par le gouvernement de la rupture au profit de la communauté islamique du Bénin. Mais aucune nation ne se construit sur des divisions, d'où la nécessité d'œuvrer pour la concrétisation de la promesse du chef de l'État Patrice Talon de faire du scrutin prochain une occasion festive. Le président Patrice Talon, lors de sa tournée, a promis de faire de ces élections une fête. Et nous sommes à ses côtés pour que cela soit une réalité. Toutes les dispositions sont prises pour que ce soit une réalité. Et c'est également notre mission ce matin d'être aux côtés du chef de l'État pour que nos élections soient réellement une fête. Ces présidents d'associations et prédicateurs islamiques sont donc faits ambassadeurs de la paix dans leurs contrées respectives. Et ils en mesurent bien la portée. On va essayer à travers des rencontres là pour pouvoir sensibiliser les gens pour connaître le valeur de la paix. Surtout que l'islam, c'est la paix. C'est pourquoi même nos salutations, c'est Assalamu alaikum. Assalamu alaikum veut dire que la paix soit
sur vous. Comme l'élection, le présidentiel vient là, donc nous on voit que le gouvernement est venu, il est pensé pour nous réveiller, d'appuyer, de continuer de notre travail que nous faisons. Après les leaders religieux, la délégation va poursuivre le même exercice, mais cette fois avec les femmes leaders islamiques des départements du Borgou, de l'Alibori et de l'Atakora. Ici, Aboula Biachane et son équipe sont encore rassurés. Nous vous rassurons que vous ne vous êtes pas trompés, car sans nous vanter, nous regorgeons de grandes ressources pour la Oumma et pour le Bénin en général. En dehors des messages de paix, les préoccupations liées au développement des localités ont été évoquées. Des préoccupations auxquelles des explications et assurances ont été apportées par les membres de la délégation. Et puis, un creuset dénommé Mouvement des jeunes majeurs est né. C'était samedi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, il regroupe des jeunes hommes et femmes résolument engagés à prendre part activement et notamment sur les chantiers de la citoyenneté et de la démocratie. Le nouveau-né dans l'arène des mouvements des jeunes sait également pouvoir compter sur l'appui et l'accompagnement des aînés pour l'atteinte de ces objectifs. Nagui Balagbe. Les nouveaux majeurs, merci d'applaudir pour nous-mêmes. Ils sont jeunes, ils sont décidés et ils arrivent pour changer la donne. D'ailleurs, le nom de leur mouvement est à dessein. Ce sont les nouveaux majeurs réunis pour porter leur creuset sur les fonds baptismaux. Ils s'engagent sur les chantiers de la citoyenneté et de la démocratie. Ce jour est un jour particulier où nous, jeunes, avons décidé de sortir et de dire qui nous sommes à la face du monde. Nous, jeunes, engagés pour défendre les valeurs civiques et démocratiques, c'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver ici. Cette cérémonie sera pour nous une occasion précieuse de nous pencher sur les problèmes et les sujets de préoccupation communs, de partager des expériences et des connaissances, en particulier en ce qui concerne la politique de notre pays. Enfin, j'ai aujourd'hui une occasion rêvée de réaffirmer ma reconnaissance au nom des nouveaux majeurs que vous êtes et que nous sommes à l'endroit du gouvernement pour les actions louables qui ne cessent de mener pour notre jeunesse. Les nouveaux majeurs s'alignent quant à eux sur l'idée d'une jeunesse solidaire et qui se prend en charge, d'où leur attrait pour les questions relatives à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Nous voulons faire la promotion de l'entrepreneuriat. Nous voulons faire la promotion d'une jeunesse qui prend en charge ses propres situations, ses propres problèmes, qui trouve les moyens et les solutions de les résoudre. Et ensemble, nous irons de l'avant. Le mouvement pour parvenir à ses fins s'abreuve déjà à bien de sources pour, de l'expérience des aînés, s'étoffer et pouvoir faire face aux défis qui pointent à l'horizon. Vous avez parlé des valeurs, vous devez rechercher ça, apprendre ça. Et en apprenant ça et en respectant les valeurs, d'abord entre vous, et ensuite vers les autres, vous allez voir, votre mouvement va grandir, vous allez entreprendre, vous allez rayonner. La balle est alors dans votre camp. Le mouvement entend contribuer à faire prendre à la jeunesse une conscience active de ses atouts et du rôle qui devrait être le sien en vue d'un développement harmonieux. Et toujours avec Nagui Balagbe, on va rester toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, qui est le fief circonstanciel de l'artisanat du Bénin. Eh bien, la cité d'Ortois a accueilli la célébration entrant dans le cadre de la journée béninoise de l'artisan. La célébration qui a mobilisé du beau monde autour des festières. Eh bien, les manifestations se sont poursuivies week-end sur toute l'étendue du territoire national. Ce 5 mars, le Bénin célébrait à nouveau ses artisans, venus d'un peu partout, ces hommes et femmes qui, de leur talent, animent ce secteur important de l'économie nationale, ont passé ensemble d'agréables moments de partage et pas que. On en était à la 11e édition et comme tous les ans, la mobilisation était à la hauteur de l'enjeu. La JAB a été institutionnalisée en 2010
et est célébré le premier vendredi du mois de mars de chaque année pour valoriser et honorer l'artisan. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter la 11e édition de la journée de l'artisan béninois. Le secteur de l'artisanat regroupe 40 corps de métiers, 175 métiers et 8 branches d'activité. Le secteur de l'artisanat contribue à plus de 14% du produit intérieur brut. L'artisanat bénéficie d'une attention particulière dans le programme d'action du gouvernement à travers les réformes visant à permettre aux artisans de mieux profiter de leurs fruits et de leur labeur. Cette journée est aussi l'occasion d'importantes résolutions. L'artisanat béninois se devait alors de se pencher sur sa condition et faire des projections. Et là-dessus, que d'avancées ont été enregistrées ces dernières années grâce, au dire des responsables des fêtières, à une volonté politique très agissante notamment. La place de choix qu'occupe ce secteur dans le programme d'action du gouvernement n'est plus à démontrer. C'est pourquoi les différentes réformes engagées dans le 10 secteurs par le gouvernement visent essentiellement à permettre aux artisans de mieux profiter des fruits de leur labeur et aussi de bénéficier de l'appui des structures étatiques pour les accompagner à atteindre leurs objectifs. Nous voudrions profiter de cette opportunité pour clamer haut et fort notre soutien indéfectible au président Talon et vous demande de transmettre au chef de l'État nos sincères reconnaissances à son endroit pour ce projet ambitieux, également lui dire, tel qu'il s'est levé pour développer notre secteur, nous artisans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes debout derrière lui et prêts pour l'accompagner dans ses réformes salvatrices. Des dispositions ont été prises afin que tous les artisans dans chacun des départements du Bénin tiennent cette célébration. En marge, un appel des fêtières à l'union sacrée des uns et des autres autour des intérêts de ce secteur, gage d'un bien-être collectif. Direction le Septentrion, le projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales et de promotion du fonio dans la commune de Boukoumbe tire progressivement vers sa fin avant de clore définitivement ce projet piloté par l'ONG internationale belge Louvain Coopération dans le cadre du projet d'appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'Atokora. Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet se sont retrouvés jeudi à Boukoumbe. C'est pour faire le bilan des activités menées. Alassane Harouna. Ces hommes et femmes sont tous des acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation du fonio dans la commune de Boukoumbe, reconnu au plan national comme grenier du fonio. 5 ans après la mise en œuvre du projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du fonio dans la commune, un projet du programme d'appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'Atakora Msana, piloté par l'ONG internationale belge Louvain Coopération, ils se sont donné rendez-vous dans la cité des Tata pour faire le bilan des actions menées en vue de promouvoir cette céréale en l'intégrant fortement dans le circuit commercial. On a fondamentalement agi sur 2 volets. Il y a le volet de la production et le volet de la transformation. Au niveau du volet de la production, la question était de voir comment on réduit la pénibilité liée à la production de la céréale. Et au niveau de la transformation, le but visé était l'amélioration de la qualité du fonio qui est transformé, prêt à la consommation. 2 communications ont meublé ces assises. Si la première a mis l'accent sur la recherche-action avec les universités en lien avec la promotion du fonio, la seconde communication a fait le bilan des différentes interventions du projet dans cette filière. Lesquelles interventions ont permis à Louvain Coopération d'atteindre des résultats élogieux sur le terrain. La réduction de la pénibilité au niveau des maillons production et transformation, l'amélioration de la qualité des produits dérivés du fonio et une meilleure visibilité du fonio sur le plan régional et national. Au cours de cet atelier bilan, il a été également question pour les parties prenantes de réfléchir sur les actions futures à mener en vue de perpétuer ces différents acquis.
continuer avec la filière Fonio en améliorant certaines choses suite aux appuis que vous avez reçus de toutes les parties prenantes. J'insiste sur ceci parce que je pense que les acquis sont suffisants, que les appuis ont été conséquents et ceci devra vous permettre maintenant d'avancer en tant que producteur de Fonio, en tant que transformatrice de Fonio, sur des bases solides, avec votre propre savoir, avec votre propre volonté. Et donc, évidemment, vous seriez intéressé à recevoir d'autres appuis dans le futur, mais vous avez une base solide et je pense que vous avez les moyens maintenant d'avancer avec votre force vive, comme j'aime le dire. Nouvelle Coopération fait déjà ses valises dans la commune et dans le souci de pérenniser les acquis de ces différentes interventions, cette ONG internationale belge va gracieusement offrir des pièces de rechange des machines décortiqueuses de Fonio à 2 différents groupements de femmes transformatrices de cette céréale à Bukombe. Une visite guidée de l'unité de transformation du Fonio de l'Union des femmes pour le développement de Bukombe IFEDEF Bienta a mis un terme à ces assises. Et pendant ce temps, dans le centre du pays, l'Office national du bois a initié et l'année écoulée une visite ainsi qu'une formation au profit des acteurs du monde judiciaire. L'exercice a été élargi cette année aux agents paramilitaires et autres. Étalés sur plusieurs jours, les échanges ont réuni les participants dans le secteur forestier de la Lama. Eh bien, l'activité participe de l'engagement des organisateurs d'œuvrer pour un accompagnement de leur action de sauvegarde de la nature. Imet Hélène Amousson, Georges Vaudounon. La première édition de la formation a été organisée au profit des acteurs judiciaires. Initiative portée par l'Office national du bois ONAB, elle est élargie cette année aux agents paramilitaires du ressort territorial des secteurs forestiers sous gestion de l'Office. L'activité vise à leur faire connaître le milieu forestier ainsi que les énormes efforts consentis pour produire, protéger et maintenir en bon état ces couverts végétaux. Nous nous échinons, nous protégeons, nous plantons, mais les gens s'emploient à détruire tout ce que nous faisons. Pour que nous soyons suffisamment épaulés par la sécurité, par la justice, il faut penser à leur faire connaître ce que nous faisons. Alors lorsqu'ils viennent, ils constatent que nous menons des activités qui contribuent à la protection de l'environnement, à l'amélioration du climat, à la conservation de la biodiversité, qui aussi montrent que nous pouvons faire de l'économie circulaire, comme on dit souvent, pour montrer qu'un pays peut vivre de sa forêt. Lors de cette visite guidée, les hôtes ont été conduits dans le secteur forestier de la Lama, précisément à Zalimé. Les échanges ici ont été axés sur l'historique, les activités de terrain, de même que le processus de cogestion de l'ensemble des forêts qui composent le secteur. Ce fut ensuite les activités pratiques. Procureurs, présidents des cours et tribunaux, agents paramilitaires ont assisté à une séquence de travaux d'éclaircissement. En initiant cette formation, les responsables de l'ONAB espèrent outiller davantage les participants, ceci dans le but d'obtenir d'un meilleur accompagnement en cas de préjudice. Nous avons les coupes frauduleuses, les vols de bois, les faits criminels que nous subissons pendant la sécheresse et qui créent d'énormes dégâts à nos plantations. Troisième facteur, c'est la transhumance. Cette mission nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Les efforts que les autorités mènent pour sécuriser ces différentes forêts. Nous, de la famille judiciaire, nous avons l'obligation de leur apporter l'accompagnement nécessaire en réprimant, lorsque c'est nécessaire, les cas d'infraction qui auraient été constatés. Et ensuite, les accompagner dans le règlement transactionnel, puisque la sanction à elle seule ne permet pas toujours de régler tous les problèmes. Excepté le bois de chauffage et les grumes, les forêts aident et participent à la purification de l'air. Ces couverts végétaux aident également dans la lutte contre le changement climatique. À cette formation, qui a duré plusieurs jours, étaient présents présidents et procureurs des cours, tribunaux et cours d'appel de Pobé, Alada, Abomey et Djougou. Dorénavant impliqués, ces hommes et femmes sauront convenablement appuyer l'ONAB dans ses actions de sauvegarde contre les actes de destruction et de vandalisme répétés.
Et je vous le disais en titre, c'est devenu une tradition depuis quelques années au Bénin. Chaque 8 mars est célébrée la femme de par le monde. Entre vie et privée et vie professionnelle, les femmes leaders étalent les réalités des faits et les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Une équipe de Canal 3 Bénin s'est rapprochée de quelques-unes pour faire le bilan sur la situation des femmes au Bénin. Rafatou Amadou, Ouliat Sanoussi et Deung. Chaque 8 mars, elles sont célébrées à travers le monde. C'est la journée internationale de la femme et le Bénin ne reste pas en marge. Au-delà des festivités, cette journée constitue une occasion pour faire le bilan sur la situation des femmes. Une situation qui n'est certes pas reluisante, même si aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, les femmes travaillent au même titre que les hommes. Nous sommes beaucoup plus sollicités parce que les hommes et les femmes travaillent. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance-là. À partir de 8 mars, où nous commémorons la Journée internationale de la femme, ça fait partie des réflexions et des sujets de débat. Donc, je me dis, oui, le 8 mars est important pour les femmes. Être femme ne devrait pas déterminer la vie professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on a une autre vie professionnelle qu'un homme. Donc, en tant que femme, je gère de la même manière qu'un homme devrait faire face à ses responsabilités et devoirs professionnels. Concilier la vie de femme, d'épouse et de mère avec la vie professionnelle reste un défi pour la plupart des femmes. Pour y arriver, elles se battent au quotidien. Je pense que ce que nous faisons pour concilier la vie de famille, de mère, d'épouse, c'est de nous manager et de nous réveiller lorsque on est fatigué, même si on est fatigué, de nous réveiller plus tôt que prévu, plus tôt que tout le monde, pour apprêter ce qui doit être. La gestion du foyer et la vie professionnelle, on les gère avec méthode, avec organisation. Donc la femme, elle a aussi bien la vie professionnelle que la vie au foyer à gérer. Donc tout est une question d'organisation. Au-delà de toutes les difficultés qui se dressent sur leur parcours professionnel, les femmes restent conscientes de leur importance au sein de la société. Entre engagement et détermination, elles ont une lourde responsabilité. Il faut qu'elles soient elles-mêmes responsables dans les actes. Il faut qu'elles ne se fassent pas d'illusions. Le monde dans lequel nous évoluons en tant que tel est déjà un combat de gagner parce que nous sommes privilégiés. Ce que je voudrais demander aux femmes, c'est de ne jamais courber l'échine devant les propos sexistes ou alors les stéréotypes. Il n'y a pas de mal à transpirer pour ses rêves. Et c'est justement parce que nous sommes femmes que nous avons le pouvoir. Nous exhortons les autres femmes pour être femmes au foyer parce que de nos jours maintenant, l'homme ne peut pas tout faire. Il faut nécessairement que vous compreniez l'homme et la femme pour pouvoir garder les enfants. Il faut savoir partager les charges à la maison. Qu'elle soit célibataire, mariée ou super maman, l'importance de la femme dans la société n'est plus à démontrer. De la ménagère à la chef d'entreprise, en passant par la fonctionnaire, la femme répond aux obligations de vie au même titre que l'homme et l'accompagne dans sa réalisation et à la consolidation de la société. Alors on va dire bonne fête aux super mamans. Et on va boucler la boucle avec le lancement officiel du site internet de l'application Commune Plus vendredi à Cotonou. C'est une initiative de la Fondation Le Municipal qui, à travers le projet de mise en place et de pérennisation
de la plateforme digitale de démocratie et de reddition de comptes dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Missérété. Le projet vise à rapprocher l'administration des populations et à promouvoir la bonne gouvernance locale. Reportage. Le site internet et l'application Commune Plus sont désormais une réalité au Bénin. Cette initiative de la Fondation Le Municipal a été officiellement lancée vendredi par le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Commune Plus, c'est un site internet et une application qui permettent aux citoyens d'accéder aux informations nécessaires pour participer à la gestion de leur commune, mais aussi un dispositif qui permet aux élus, aux acteurs municipaux et communaux d'interagir entre eux pour vraiment participer à la gestion d'une collectivité territoriale. Il faut avoir les bonnes informations, les informations qui permettent de comprendre ce qui se fait, mais aussi il faut avoir l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité de participer à la formulation des politiques publiques. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de mise en place et de pérennisation d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Akro-Missérété. Un projet qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne à travers le programme REPASOC et de l'accompagnement de l'État par le biais du ministère de la Décentralisation. Ces outils trouvent donc toute leur légitimité et favorisent la gestion transparente et inclusive et l'amélioration des services offerts à la population. Je voudrais donc inviter la Fondation Le Municipal et son co-demandeur, l'Association nationale des communes du Bénin, à faire de la vulgarisation de ce site et de cette plateforme une priorité afin de les faire connaître des citoyens. Nous sommes donc tous invités à nous engager pour le développement durable à la base. Pour faciliter cet engagement de tous les acteurs de la décentralisation, je vous invite à nous approprier le site Internet et l'application Commune Plus, qui nous permettront de promouvoir une vraie démocratie locale basée sur la participation citoyenne. Ayant compris l'utilité du projet, les communes bénéficiaires que sont Cotonou, Abomey-Calavi et Akro-Missérété s'y sont engagées. Nous apprécions à sa juste valeur la présente initiative et Cotonou se réjouit de faire partie des communes bénéficiaires. Nous voudrons vous rassurer que nous saurons exploiter à bon escient cette nouvelle plateforme digitale de démocratie et de reddition de comptes que vous mettez à notre disposition. En attendant que toutes les communes du Bénin bénéficient de ce projet, les différents partenaires ont saisi l'occasion pour féliciter l'initiateur pour la mise en œuvre de ces outils numériques de participation citoyenne qui témoignent du dynamisme de la décentralisation au Bénin. C'est la fin du bulletin d'information. Merci de m'avoir suivi. Bon lundi et très bonne semaine à toutes et à tous. Merci à vous, Clément Tchadé. Rendez-vous demain matin à partir de 7h15 pour d'autres informations en images. Dans la suite de notre programme matinal, dans un instant, le forum de discussion avec l'ensemble des débatteurs. Nous aurons abordé 4 sujets ce matin. On aura également à parler de la journée internationale de la femme avec une femme que nous allons recevoir en plateau pour nous parler du militantisme féminin, de l'autonomisation de la femme. Où est-ce que nous en sommes? Valérie Idosoué, déléguée nationale aux affaires sociales de l'UDBN. Vous aurez les sports avec Hakime Seydou Ouseni et puis en fin d'édition, la revue de presse. C'est mieux.
Le store jour et nuit, un nouveau type de rideau anti-chaleur adapté à vos chambres, salles de réunion, bureaux et autres. Il donne un aspect très décoratif et tendance à vos fenêtres. Pour tout achat en gros ou en détail, contactez Galerie Elda, située à 100 mètres des feux tricolores du carrefour Agla, en allant vers Ménontin. Téléphone 97 68 36 52, 95 38 52 52. Galerie Elda, le luxe à petit prix. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34, 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Actu Matin sur Canal 3 Bénin. Bonjour à vous, Wakhabali Para, André, Akime et Herman Anyamboussou. Voilà, bienvenue. En plateau, 4 sujets à aborder ce matin. On aura 2 sujets pour parler du sport, des éliminatoires de la CAN 2021. Où est-ce que nous en sommes avec les préparatifs, notamment les écureuils du Bénin qui recevront dans quelques jours, quelques semaines, les Super Eagles du Nigeria. On parlera également de cette subvention aux fédérations sportives, environ 1 milliard, un peu plus de 2 milliards de francs CFA distribués aux différentes fédérations et associations sportives. La journée internationale de la femme, eh bien, quelle avancée pour la femme béninoise, on dira également un mot. Mais avant, l'actualité, c'est bien sûr le 11 avril qui s'annonce. Le peuple béninois devra donc choisir son président. Nous sommes en chemin pour cette échéance. Les partis, les mouvements, les militants sont en pleine pré-campagne électorale. Tout le monde est embarqué dans le processus. Les observateurs également qui suivent de près tout ce qui se fait par les institutions de la République et les partis politiques. Et nous, journalistes, nous analysons tous ces faits. À vos analyses donc, chers messieurs, ce matin, ça bouge, et ça bouge beaucoup avant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Herman Anyamboussou. Oui, ça bouge parce que la campagne électorale est censée, quand on s'en tient au calendrier établi par la Sénat, la campagne démarre le 26 prochain et prend fin le 9 avril, à quelques 48 heures du jour du vote, donc le 11 avril prochain. Actuellement, on constate que sur le terrain, c'est la pré-campagne. C'est vrai que la pré-campagne, officiellement, ça n'existe nulle part. La période prévue par les tests pour que les candidats fassent connaître le projet de société et donc aillent sur le terrain, dire « votez pour moi », c'est la période de la campagne électorale. Donc pour le moment, on constate bien qu'il y en a qui descendent sur le terrain. Quand on prend le duo
Korwe Agossa. Ils descendent sur le terrain pour sans doute officialiser, montrer à leurs militants, oui, c'est nous qui représentons officiellement telle candidature. Quand on prend également, idem pour le duo Force Correspond Bénin Émergent, qui descend sur le terrain pour dire à ses militants également. Et n'oubliez pas qu'à ce niveau, le FCBE peut se targuer d'avoir au moins 240 et quelques, je crois, conseillers communaux et 6 maires. Et donc, le travail est plus facilité, à mon avis, à ce niveau, parce qu'ils ont déjà des gens sur le terrain qui travaillent pour eux. Et donc, il reste le duo Talon-Talata. C'est vrai que le chef de l'État a fait récemment sa tournée de reddition de comptes. En ce moment, on ne connaissait pas encore quelle était la colistière ou le colistier qui devait l'accompagner. Maintenant qu'on connaît la colistière, s'il était véritablement candidat voilà, aussi, maintenant que la colistière est là, la colistière descend sur le terrain pour parler de la paix. Et donc je pense que, quoi qu'on dise, dans les états-majors, ça bouge. Akimé. Non, c'est une évidence que ça bouge au niveau des différents états-majors. Comme l'a dit certainement Eman, il n'y a pas une période officiellement reconnue comme ça, comme appelée période préélectorale. C'est un prélude de la campagne électorale officiellement reconnue par donc, les dispositions en la matière, que nous définissons une période qui est appelée pré-campagne juste parce qu'elle précède la période officiellement reconnue comme une période de campagne. Donc, dans cette période, c'est clair que les différents états-majors savent ce qu'il ne faut pas faire de façon très officielle, même si officieusement des choses font. De toutes les façons, c'est qu'il y a, je dirais déjà, des prémices de rencontre avec les populations sous plusieurs prétextes. C'est vrai que depuis plusieurs jours déjà, nous constatons sur le terrain que les différentes descentes ou les différentes prises de position sont en faveur de la paix. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez constaté que la colistière du candidat Patrice Talon est descendue sur le terrain pour faire passer le message de la culture de la paix, parce que nous en avons bien entendu besoin. Et ce n'est d'ailleurs pas que la colistière du candidat Patrice Talon, il y a également le parti UDBN qui a fait de cette période de campagne une période de sensibilisation des populations quant au comportement vertueux à adopter courant cette période. Je crois que la tournée a pris fin il y a pratiquement quelques 72 heures, bien entendu. Et donc, nous constatons que oui, les états-majors, ça bouge. Et d'ailleurs, ce que nous savons aussi de façon très officielle, c'est qu'au niveau des différents états-majors, des différents duos de candidature, il n'y a que les équipes de campagne sont mises en place. C'est le cas au niveau du duo Patrice Talon et Zimi Talata. Et d'ailleurs, même au-delà, je dirais, des équipes de campagne mises en place, on a constaté que les formations qui soutiennent cette candidature du duo Patrice Talon et puis Zimi Talata également travaillent en leur sein à mettre en place, je dirais, des machines de campagne en attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale. En gros, ça bouge bien entendu, pas seulement au niveau du duo Patrice Talon, Zimi Talata, mais également au niveau des deux autres duos, notamment le duo Alassane Soumanou Djimba, Paul Humpé et puis le troisième duo. Donc en gros, c'est une période qui est mise à profit pour d'une manière ou d'une autre essayer de faire mettre un visage sur les différents duos et rassurer de ce que, bien entendu, les dispositions sont prises de part et d'autre pour que la campagne se passe dans des conditions de leurs interventions, ils ont mis l'accent sur la particularité que nous notons au courant de cette période, les appels à la paix d'un côté, de l'autre côté également, les appels à la mobilisation pour un taux de participation beaucoup plus élevé à cette élection, André Doussard. Oui, effectivement, nous rentrons de plus en plus dans cette fièvre électorale et on constate que la plupart des formations politiques, les acteurs politiques sont sur le terrain, qui mobilisent d'abord pour l'amélioration du taux de participation, parce qu'on a quand même noté cette désaffection, n'est-ce pas, pour le vote chez nous. C'est peut-être un peu inhabituel lorsque nous sommes dans la période que nous qualifions de période de pré-campagne. Généralement, on fait une campagne précoce où on vend, n'est-ce pas, les candidats. Cette fois-ci, l'accent est beaucoup plus mis sur la mobilisation des citoyens, la nécessité pour eux d'aller voter le 11 avril. Pour ce qui concerne les candidats, il y a des duos qui sont sur le terrain, qui se présentent aux citoyens, qui informent les militants des partis politiques qui les ont désignés, qui sont les candidats, et qu'ils s'apprêtent à venir vers eux bientôt pour vendre leur projet de société, et ainsi de suite. Dans les états-majors, les équipes se mettent en place. Si je prends le cas, par exemple, du duo Talon-Talata, c'est que les différents partis politiques qui les soutiennent mettent en place leurs équipes de campagne, mettent en place la logistique qu'il faut pour accompagner le candidat, le duo présidentiel, ainsi de suite. Donc je crois que nous rentrons progressivement dans la fièvre
électorale et d'ici le 26 mars, je crois que ça va aller crescendo. On pourra davantage découvrir les projets de société, ce que les uns et les autres veulent proposer comme alternative au peuple. Oui. On note que ça bouge effectivement dans tous les états-majors et même les états-majors de l'opposition. Sur de grands aspects, la période préélectorale, c'est nous qui en avons la particularité. Donc, un premier aspect sur la question de la paix, n'est-ce pas? Un second aspect, le taux de mobilisation, le taux de participation, et puis un troisième aspect qui dit pas son nom directement, puisque la campagne n'est pas officielle. On ne sort pas, n'est-ce pas, pour appeler à voter dans la paix, appeler à avoir un taux de participation et dire voter pour mon adversaire. Vous comprenez? Donc le message passe indirectement par là. Et donc il y a ce travail qui se fait. Vous allez noter que il y a après donc la tournée nationale du chef de l'État, le parti Foscoré pour un Bénin émergent, le duo notamment, qui a entrepris une tournée nationale. Le parti promet, n'est-ce pas, faire ou ambitionne faire le tour des 77 communes du Bénin pour faire passer leur message, inviter les populations à sortir voter massivement. Donc la question du taux de participation, sortir voter dans la paix. Donc il y a un message de paix qu'on envoie en direction donc des militants, des militants, et cela devrait aller vers tous les bords confondus. Si on suppose ou si on estime que Djemba et Humpé, Irénée Agossa et son président Corentin Korwe et Talata Talon, n'est-ce pas, les deux premiers sont de l'opposition. Leur message envoyé en direction des populations, si on combine cela avec le message du duo présidentiel Talon et Talata, n'est-ce pas, ça donne une invite à sortir voter, massivement à sortir voter pour la paix. Il faut également noter qu'il y a de ces mouvements qui font le travail, notamment ce mouvement, le FAC, le Fonds d'action pour la continuité, dont le coordonnateur national est Salman Karim, qui invite les populations à sortir voter dans la paix, mais pour qu'on ait un fort taux de participation. André l'a souligné tout à l'heure, on a noté un certain désamour de citoyens vers les questions électorales. Et on rappelle, n'est-ce pas, même si ces élections ne se ressemblent pas et que les contextes sont différents, on rappelle qu'on n'a pas eu suffisamment un taux de participation en 2019 pour les législatives, même chose pour les communales et municipales. Même s'il y a une certaine amélioration à ce niveau. Oui, donc il faut un grand travail de manière à ce que les populations puissent sortir et surtout voter dans la paix, la tranquillité. Alors, vous avez tous mis l'accent sur les états-majors qui sont déjà constitués de part et d'autre des duos candidats. C'est sûr et certain qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire au sein de ces états-majors, une certaine cuisine électorale interne. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment que cette cuisine électorale s'éloigne peut-être des préoccupations des populations, des préoccupations actuelles des populations? Bon, sauf si vous avez été à cette cuisine-là, que vous avez goûté à la sauce qui est en train d'être concoctée. Mais je sais que la campagne devra se faire autour des préoccupations des populations, autour des aspirations des Béninois pour l'avenir de leur pays. Généralement, c'est vrai, il est déplorable. La campagne électorale, le projet de société occupe moins de place au sein de nos campagnes électorales, mais il me semble que cette fois-ci, ça va être, on pourrait être peut-être un peu plus exigeant. Je parle des citoyens en l'occurrence, en ce sens que nous avons moins de candidats et on pourra davantage, de mon point de vue, scruter, analyser les projets de société des uns et des autres. J'apprends dans la coulisse, par exemple, qu'il y a des projets de société qui sont déjà prêts, en cours de validation, qui suivent donc un certain nombre d'arbitrages ou de relectures. On ne tardera pas à en connaître le fond, la teneur, et on pourra apprécier. Mais pour le moment, je pense qu'il est tout à fait loisible de constater que les tournées qui se font de la part de ces candidats, les discours tenus devant les citoyens ne sont pas forcément ce que nous relayons au niveau des médias. Absolument, parce qu'il y a donc l'épée de Damoclès de la hack qui plane sur la tête donc des médias. Il faut faire attention de façon à ne pas verser dans une campagne précoce et violer donc la loi. Mais les candidats sont très clairs lorsqu'ils vont vers les populations. Au-delà de la question donc de la mobilisation pour le taux de participation,
C'est qu'on essaye de dire ce que l'on veut faire, de montrer pourquoi il faut voter tel ou tel autre, ainsi de suite. C'est vrai, c'est fait à mot couvert, c'est fait en guillemets in boss, mais c'est une forme de campagne qui se déroule, même si ce n'est pas suffisamment relayé dans les médias. Oui, Akimé. Non, je ne dirais pas mieux que ce qu'André a dit. Le constat qui est fait sur le terrain, c'est que bien n'est pas relayé tout ce qui est dit en cette période. Parce que, bien entendu, il y a des dispositions qui régulent la période dite préélectorale. Et c'est même cette période qui est beaucoup plus connue avec les médias. Sinon, les politiques ne connaissent pas cette période-là. C'est-à-dire que quand on parle de pré-campagne et qu'on sort, c'est nous qui, avec les patrons de la régulation, les patrons de la régulation, on fait dire que cette période est appelée période préélectorale et pré-campagne. Donc, du coup, ce n'est pas tout qui se dit. On vous envoie sur le terrain. Faites autant de reportages que vous voulez, mais ne venez pas dire dans cette période-là, des choses qu'il ne faut pas occulter que les autres ont eu à dire. Donc, en gros, il y a des choses qui sont entendues par nous, mais qu'on ne peut pas relayer au regard, je dirais, du cadrage. Il faudra attendre forcément. Donc, sinon, 26 à minuit. Ne croyez pas que la pré-campagne dont vous parlez se fait au détriment des préoccupations des populations, mais alors pas du tout. Les politiques savent très bien ce qu'ils vont vendre aux populations en cette période et ce qu'ils vendront davantage dans la période où ils ont la certitude que nous allons relayer, je dirais, l'entièreté de leurs propos. Oui, un mot sur cet aspect de la chose. Oui, non, c'est une période délicate et ça permet, n'est-ce pas, d'apporter un peu de lumière pour ceux qui nous font le procès, n'est-ce pas, de voir peut-être ou de lire sur les réseaux sociaux les mêmes activités traitées autrement et lues ou appréciées autrement également sur nos antennes. Il faut que ces personnes comprennent, n'est-ce pas, qu'il y a le cadrage donc de l'institution de régulation, notamment la RAC, qui a pris une décision et nous, respectueux donc de cette décision, il nous faut rester dans le carnaval tracé. Donc pour ces... Vous voulez dire que les préoccupations ne s'éloignent pas, ce qui se fait ne s'éloigne pas des préoccupations des populations. Non, ça ne s'éloigne pas des populations, puisque ces partis politiques, ces candidats, ces mouvements qui soutiennent les différentes formations politiques ou les différents candidats, n'est-ce pas, sont sur le terrain en contact avec les populations directement. Avec qui et leur message va directement à l'endroit des populations. Vous n'allez quand même pas penser, n'est-ce pas, qu'un duo va se présenter sur un terrain, n'est-ce pas, et être acclamé lorsque, par exemple, il expose un projet de société qui va, comment dire, qui va à l'encontre des intérêts des populations. Vous voyez, donc le message est clair surtout, et c'est même une opportunité pour ces duos quand ils sont directement en contact avec les populations. Donc le traitement que nous venons faire ici sur nos antennes, toujours pour rester respectueux donc des tests, c'est tout autre chose. Et je crois qu'on aura l'opportunité, toujours en respectant les tests, quand la période de campagne sera officiellement lancée. D'accord. C'est dans pratiquement moins de 3 semaines. Oui. Justement, c'est vrai que la période de campagne, c'est la période par essence où les candidats vont sur le terrain et disent « Votez pour moi parce que je dois vous faire ci, je dois vous faire ça ». C'est vrai que les réformes enclenchées par Patrice Talon auraient pu toucher également cette période de pré-campagne. Parce que nous sommes dans une élection présidentielle. Et je donne un exemple assez banal. Le candidat, il veut diriger, il aspire à gouverner le pays dans son entièreté. En temps normal, la période de pré-campagne, à mon avis, devrait être cette période-là où on ventile les projets de société. C'est-à-dire que je sais déjà dès maintenant que tel duo a telle chose à proposer dans telle commune, dans telle localité. Donc on ventile ça. C'est-à-dire que c'est peut-être par réseaux sociaux, par les documents que nous avons. Et donc, une fois que la campagne va démarrer et que le candidat viendra dans ma localité, je lui dis, j'ai lu telle chose dans votre projet de société. Est-ce que c'est faisable? Généralement, qu'est-ce qui se passe? On ne fait rien, on ne sort rien parce qu'il faut régenter les choses, réglementer les choses. Et c'est au jour même où la campagne démarre que vous découvrez aussi bien le candidat que le projet de société. Donc vous n'avez même pas le temps de l'approprier, de vous approprier ce projet de société-là. Donc il finit et il s'en va. Le temps qu'il parte, vous constatez que dedans, il y a assez de promesses démagogiques. Dans l'isoloir. En fait, il faut croire que ça va changer. On ne peut pas demeurer comme ça où, quand on doit aller aux élections, l'institution de régulation prend une décision pour dire, écoutez, vous ne diffusez pas ci, vous ne diffusez pas ça, vous ne parlez pas des candidats, vous ne faites même pas les portraits de candidats. Parce que il y a un organe qui a été blâmé pour avoir diffusé un portrait d'une candidate, etc.
Et ça va changer forcément, parce que ce n'est pas... je crois, il y a quand même le droit à l'information du citoyen. Et avec le temps, sans doute qu'il y aura des améliorations au code électoral. Parce que, vous savez, la HAC, c'est vrai, on a peut-être, parfois on l'accuse, parfois aussi à tort, parce qu'elle se fonde sur une disposition du code électoral pour prendre sa décision. Il semblerait qu'il y aurait un article du code électoral qui dit qu'il n'y a pas de campagne électorale avant la période officielle donc, de la campagne électorale. Mais il faudra corriger cette affaire-là, parce que ce n'est pas normal. Les citoyens ne peuvent pas attendre les 15 jours, 15 petits jours de la campagne électorale. Où le candidat vient passer juste 5-10 minutes avec... Pour savoir qui est candidat, qu'est-ce qu'il veut faire, il est d'où, et machin, ainsi de suite. Ou alors ne s'en tenir qu'aux réseaux sociaux. Je crois que avec le temps, ça va être amélioré. Il faut que ça soit ouvert et que le débat puisse se faire. Lorsque les candidats actuellement sont sur le terrain, il y a des candidats sur le terrain qui parlent. Malheureusement, on ne peut pas relayer, alors que les préoccupations qu'ils expriment peuvent faire objet de débat. Les médias offrent un plus large spectre pour que le message passe et que le débat se fasse. Donc je crois qu'il faut croire que ça va changer. On arrivera à un moment donné où la HAC ne sera plus tenu de sortir des décisions pour régir ce qu'on appelle donc la période de pré-campagne. Le plaidoyer d'André est d'autant plus intéressant qu'il faut même l'accentuer pour qu'on ne vote pas pour des candidats par défaut. Parce que d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien à faire. En 15 jours, il n'est pas possible qu'un duo de candidats puisse convaincre les populations. Nous avons 77 communes. On donne le top le 26. N'espérez pas qu'un duo puisse faire le tour des 77 communes en 15 jours. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des régions où des candidats ne peuvent pas y aller, bien malheureusement. Alors même qu'ils prévoient gouverner le pays et apporter des solutions aux préoccupations des populations. Lesquelles solutions vous voulez apporter si vous n'êtes pas allé toucher du doigt les réalités que vivent les populations? Vous n'allez pas dans les deux capés. Et vous leur proposez de revoir, je dirais, les conditions, les calvaires, un soulagement au calvaire que vivent les populations en période de pluie. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas, je dirais quoi, dans un coin de Bacilla pour savoir pourquoi est-ce que les gens n'ont pas de l'eau potable. Vous leur promettez de leur apporter de l'eau potable, mais ce n'est pas possible. C'est démagogique. Et ça se fait en 2 semaines. On empêche les gens, ou plutôt on nous empêche de faire des trucs qui permettent aux gens d'avoir une idée, je dirais, du point de société. Et attention à ce que Rahama dit. Donc, je crois que c'est un élément sur lequel il faut forcément mettre l'accent. Allez-y. Quand vous allez sur une activité, les médias conventionnels traitent l'activité autrement et les réseaux sociaux aussi la traitent autrement. De sorte qu'aujourd'hui, les médias sociaux sont plus privilégiés que les médias conventionnels. Je le dis comme ça au passage. D'accord. 8 mars, journée internationale de la femme. Oui, Wahab Ali Para. C'est une journée consacrée à la femme pour repenser donc ses droits et voir un peu comment elle se porte. Oui, on peut dire que la femme béninoise ou les femmes se portent mieux ou se portent de mieux en mieux, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont les microcrédits? Non, il y a, en fait, ça, c'est un accompagnement non négligeable. Il faut le comprendre. Quand vous prenez la situation des femmes des années 60, ce n'est pas comparable à celle des années 70, des années 90, après la conférence des années 2000, ni des années 2015, 2021. Vous voyez, donc on a évolué de manière graduelle en ce qui concerne donc la situation de la femme. Et quand vous suivez le témoignage des femmes, c'est une réalité. Par le passé, très peu de femmes, n'est-ce pas, avaient l'opportunité, par exemple, de travailler. La situation n'est pas encore totalement réglée, mais bien de femmes aujourd'hui travaillent avec le même mérite, n'est-ce pas, que les femmes. Et là, vous allez parler, par exemple, de discrimination. On vous parlera de discrimination positive. Vous voyez, donc, une manière d'encourager les femmes. Il y a que de plus en plus, des efforts ont été faits de manière à ce que les femmes puissent occuper les fonctions que par le passé, n'est-ce pas, étaient dédiées aux femmes. Il y a des apprenants, ou plutôt étaient dédiés aux hommes. Il y a des apprenants, quand par exemple vous le dites ambassadrice, ils tiquent un peu parce que c'est
c'était des titres, des postes occupés par des masculins, par des hommes par le passé, de manière à ce que le dictionnaire lui-même était impératif et le mot n'avait pas de féminin. De féminin. C'est-à-dire que de grands efforts ont été faits et vous imaginez une femme ambassadrice, une femme directrice de société et de société publique, parce que quand c'est privé, on peut dire que bon, il y a eu trop de relationnel pour la mener. Là, on peut dire que c'est sa société privée, donc personnelle. Il faut le noter, de grands efforts qui ont été faits de manière à ce qu'aujourd'hui, l'interrogation, c'est comment les femmes arrivent à concilier la vie professionnelle et la vie privée. Avant, nos mamans étaient appelées des ménagères, n'est-ce pas? Encore que quand vous évoluez, on vous dira que c'est une paresseuse qu'on appelle ménagère. Elle était seulement à la maison. On ne lui demandera pas comment elle concilie sa vie professionnelle avec... quelle est la profession qu'elle avait? Un combat pour l'égalité qui doit être, disons, quotidien, Akimé? Non, les femmes même ne parlent plus d'égalité. Je crois que c'était un faux précepte, un faux concept qui avait été utilisé d'ailleurs, qui a même été un frein aux conditions d'amélioration, je dirais, de la femme quand on parle d'égalité, parce que c'est clair que quand on y met l'accent, on vous sortira tous les éléments qui concourent à ce que l'égalité ne sera jamais effective. Les conditions d'amélioration, les éléments qui concourent à faire de la femme, je dirais, une partie intégrante de l'existence humaine, c'est ça que la question. Et c'est pour ça que vous avez vu que le 8 mars a changé de terminologie. Au départ, c'était fête, après c'est devenu un journée internationale et tout. Parce que, bien entendu, on s'est rendu compte qu'il y a bien d'éléments qui ne permettaient pas, je dirais, de travailler à l'amélioration des conditions des femmes. Aujourd'hui, comme l'a dit Wahab, le tableau, il est plus ou moins intéressant. Ce que j'aime dans cette journée, c'est que de plus en plus, vous ne verrez pas les femmes en train de dire qu'elles montent au créneau pour revendiquer des droits, pour dire non, je suis l'homme et la femme sont égaux et consorts. Elles ne font plus ce débat-là. Elles font le débat de ce que l'homme peut faire, la femme est capable de le faire. C'est ça que la question. Donc, ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question peut-être d'équité et tout ce qui est autour. Donc, les choses ont véritablement évolué au point d'ailleurs où on constate que les femmes aujourd'hui ont la possibilité, je dirais, d'occuper des postes de responsabilité du fait de leur mérite. Parce que là encore, le débat, il se fait encore au sein de ces mêmes femmes. Donc, du fait du mérite, il y a des femmes méritantes. Il y a des femmes qui se battent chaque jour que Dieu fait. Et au-delà des femmes que Wahab désigne comme, je dirais, des femmes de bureau et tout ce qui est autour, même les femmes à la maison aussi ont commencé aussi à améliorer, à travailler à ce que l'impact de leur apport au niveau du foyer puisse être beaucoup plus considérable. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous parlez on a pensé que les femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les bureaux, elles-mêmes ont besoin, je dirais, de se faire accompagner afin qu'elles puissent donner un coup de pouce à les différents foyers. D'où l'existence des microcrédits améliorés pour en devenir aujourd'hui microcrédits à la FIA. Donc, en gros, des efforts ont été faits. Les femmes le reconnaissent tant bien que mal. Et ce n'est possible qu'avec l'accompagnement des deux sexes, et le masculin et le féminin. Allez, les deux autour d'une même table pour parler donc de la situation de la femme, mais voir dans quelle mesure aller de plus en plus à l'amélioration. Oui, et c'est d'ailleurs pourquoi de plus en plus vous entendrez parler de journée internationale des droits de la femme. Ce n'est plus journée internationale de la femme où avec des panneaux sur la tête, les femmes dansaient, chantaient, les antennes paraboliques, voilà. Donc je pense que c'est tout ça là. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de la femme qui désormais fait d'elle un élément au cœur de cette célébration, parce que les femmes, et vous n'êtes pas à savoir qu'au Bénin, il y a eu assez de lois qui ont été votées quand même pour mettre la femme au cœur du développement. Il y a également cette loi qu'on appelle discrimination positive, qui dit désormais que la femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Mais sauf que une fois qu'on a fini de voter ces lois, il faut maintenant que les femmes elles-mêmes prennent en main cette bataille-là et parvenir à ce que ces lois soient appliquées dans une certaine mesure. Je pense que c'est ce qui revient maintenant aux femmes. Et donc, pour ma part, je pense que lutte pour l'égalité, lutte pour l'équité, je pense que tout ça là maintenant... Égalité, je pense que ça... Même entre les hommes, les sexes ne sont pas égaux. Vous voulez parler de quoi? André, on vous écoute. Non, mais vous savez, cette journée de la femme, l'idée de la célébration de la journée internationale, c'est un truc qui est né aux États-Unis. À travers une revendication syndicale des femmes pour réclamer des heures de travail plus courtes, meilleur salaire, un certain nombre de choses. Et on parle des années de la mort de Béhanzin, c'est dès 1910 par là-bas que cette affaire est née. Alors, comprenez qu'en un siècle, beaucoup de choses ont pu changer. C'est vrai qu'il y a encore quelques postes de résistance. Les femmes ont su, comment on appelle,
d'Arabie Saoudite ont commencé à conduire il n'y a pas longtemps. Les femmes ont commencé à aller dans des stades de football dans certains pays arabes il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que bon, le défi demeure encore à certains niveaux. Mais globalement, je pense que la donne a changé et qu'il faut qu'on cesse maintenant de faire ce fétichisme autour du 8 mars. Il y a des situations où c'est la femme qui se retrouve en posture dominante et qui soumet l'homme, qui fait souffrir l'homme, qui viole les droits de l'homme. Ça existe. Alors, moi, je pense que c'est même réducteur pour la femme que l'on continue de voir le 8 mars comme un jour où on célèbre la souffrance de la femme. Il y a des femmes qui font souffrir les hommes. Donc, ça a évolué. En tout cas, je pense que dans certaines sociétés, la situation a beaucoup évolué. Les droits des femmes sont beaucoup plus respectés. Et pour finir, il y a aussi cette grosse bagaille que l'on observe, où certains analphabètes considèrent le 8 mars comme une occasion pour, mettons, faire du commerce, c'est-à-dire escroquer. On dit qu'il faut donner des cadeaux, par exemple, c'est 8 mars. C'est un jour de promotion des droits de la femme, un jour de célébration des droits de la femme. On demande des cadeaux pour le 8 mars, alors qu'il n'y a même pas un jour pour les hommes. Vous allez demander des cadeaux. Cette connerie arrête. Il y a parfois, vous savez, des commerces, des entreprises qui font du marketing autour de cette affaire, offrir un cadeau à votre femme. C'est le jour de la journée internationale de la femme, c'est une connerie. Il se trompe de concept. Akibé, André est quelque peu révolté. Vous avez reçu des messages. Il y a eu beaucoup de messages, de demandes de cadeaux pour le 8 mars, malheureusement. Les équipes jouent le 27 prochain. Où est-ce que nous en sommes? Comme partout ailleurs, sur le continent, les pays qui sont engagés dans cette campagne qualificative pour la CAN Cameroun 2022-2021, de toutes les façons, s'activent. Vous me demanderez qu'est-ce qui se fait de façon concrète sur le terrain. On retiendra que la plupart de ceux qui constituent l'ossature de l'équipe nationale évoluent à l'extérieur et donc sont dans leurs différents championnats. À quelques semaines, donc, je dirais, de cette rencontre Bénin-Nigeria, ici donc au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, puisque malheureusement, on n'aura pas accès au stade de l'amitié, pas encore totalement. Nous apprenons que c'est quelques jours après le match. Quelques jours après, bien malheureusement. De toute façon, le ministre est descendu plusieurs fois sur le terrain pour donner un coup d'accélérateur à ce qui se fait sur le terrain. En attendant, ça va se jouer le 27, donc du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les joueurs, comme je vous l'ai fait constater, sont à l'extérieur. Le sélectionneur Michel Dussuet est déjà envoyé, il n'est plus au pays pour aller lui-même constater de visu. Ce n'est pas qu'à l'occasion de ce voyage qu'il le fait. Il a déjà des vidéos, il a déjà un point de la prestation de nos joueurs qui sont à l'extérieur. Donc, il va juste faire quelques réglages. Quand il va rentrer d'habitude, on fait sortir donc une pré-liste des joueurs qui seront donc appelés. Ils vont entrer en regroupement et quelques jours après, ceux qui seront appelés à faire le match contre le Nigeria seront connus. Je rappelle que 72 heures juste après, on jouera donc la Sierra Leone. Donc, je dirais que c'est une période limite où il faut espérer avoir nos joueurs très en forme. De toutes les façons, vous avez les échos de la prestation des nôtres. Pour le moment, ce que nous voyons et ce que nous remarquons, c'est que les nôtres ils sont bien en jambes. Ils sont plus ou moins en forme. Voilà, donc le plus en forme en ce moment, c'est bien entendu Jodel Dossou, qui a eu quelques pépins récemment, mais il y a eu plus de peur que de mal. Donc ça se prépare. Les joueurs même ont dans la tête la rencontre du 27. Ceux qui sont sur place au plan national ou dans les pays voisinants, je veux parler du Nigeria ou encore du Mali ou de la Guinée, eux-mêmes aussi, on a la chance de les voir titulaires. Donc, en gros, je crois que d'ici quelques jours, on aura une idée de ceux-là qui seront appelés par Michel Dussuet pour la double confrontation. Même si, entre-temps, la grosse inquiétude, c'est que nos gardiens de but n'ont plus le temps de jeu qu'ils avaient par le passé, notamment un certain Sakné Alagbe. Mais bon, je crois que ce n'est pas aussi trop criard pour en avoir à trop se plaindre. Voilà.
Non, il a le spécialiste espoir a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Tout ce que nous voulons, c'est d'avoir la liste des joueurs, de savoir que un travail vraiment de fond a été fait pour qu'on puisse affronter le Nigeria le 27, il a dit. Oui, c'est le 27. Je rappelle que le 27, nous aurons déjà passé un jour de campagne électorale au Bénin. Et donc, je pense que ça nous fait deux fêtes à la fois. Donc, qu'il fasse en sorte que la fête qui a commencé le 26 puisse se poursuivre le 27 et qu'on puisse attendre l'autre jour, sont déjà prêts pour la Sierra Leone. Déjà, nos joueurs prennent conscience des défis à relever, n'est-ce pas, que ce soit avec la rencontre. On ne doit pas manquer le rendez-vous de la CAN prochaine. Voilà, ou avec le Nigeria, c'est déjà bien. Si le sélectionneur, comme d'habitude, met un peu plus de rigueur et se débarrasse donc des complaisances dans le choix donc des joueurs qu'il va classer sur le terrain, ce serait bien. Ça nous permettra, n'est-ce pas, de revenir et de célébrer une fête qui est déjà précédée, n'est-ce pas, par la campagne électorale dont parle tout à l'heure Eman Aniamboussou, parce que nous souhaitons bien entendu que notre fête, notre période électorale, n'est-ce pas, avant, pendant et après les élections, reste et demeure des moments de fête. André Diouf. Non, c'est un match délicat. Et parce que on jouera notre qualification. De 1, c'est ça. On n'avait pas fait la pied figure. De toute façon, on avait gardé très bien la trajet haute face au Nigeria. On avait ouvert le score sur le poste d'installation. En tout cas, nous avons une très bonne équipe. Et nos joueurs, en tout cas quelques-uns en ce moment, sont très bien inspirés et font forte impression. On va souhaiter que Michel Dessuyé, qui a aussi le don de dénicher des talents, puissent en découvrir quelques-uns pour renforcer l'existant. Je veux dire que c'est un match délicat, c'est un match qui intervient en période de campagne électorale. Et si nous gagnons, ce serait bon pour notre morale et surtout on va mieux envisager la prochaine Coupe d'Afrique. Je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'on est aujourd'hui une grande nation de football. Il faut pouvoir le dire et l'assumer pleinement. L'assumer, c'est battre le Nigeria ici déjà. Et maintenant, espérer le bonus face à la Sierra Leone. Je pense que c'est dans nos codes, nous en avons les moyens. On va pouvoir le faire. Voilà, c'est dans pratiquement moins de 3 semaines cette rencontre que nous voulons véritablement très très festive et à notre profit. Merci à vous pour nos échanges de ce matin. On va vous retrouver demain. Oui, justement, un mot là-dessus. Par rapport aux subventions, il faut saluer. C'est devenu... Il faut saluer, je dirais, cette initiative qui perdure. Ça a commencé depuis 2016. Saluer ça d'autant d'ailleurs que la cagnotte va grandissante. C'était 79 millions en 2016 quand le pouvoir Patrice Talon est arrivé. Ça a été amélioré de façon quantitative parce qu'en 2017 on est passé à 500 et quelques millions, 2018 aussi 500 millions poussières, 600 millions et plus l'année dernière, et cette fois-ci on est à 1,175 milliard. C'est considérable. Ça doublé à la limite. Exactement. Ce qu'il faut aussi saluer, c'est que le ministère des Sports, dont le gouvernement travaille, le ministère des Sports, a élargi, je dirais, la liste des bénéficiaires de cette subvention, de cet appui du gouvernement aux associations sportives et fédérations sportives. C'est que désormais, du moins pour cette année, les centres de formation dont on a souvent décrié l'inexistence ont aussi bénéficié d'environ 50 millions de francs CFA. C'est intéressant parce que quand on veut véritablement avoir une nation sportive de football et consorts, il faut injecter au niveau des centres de formation. Ce sont des initiatives privées, mais lorsque ces initiatives sont accompagnées par l'appui de pouvoir en place, ça constitue un bonus pour ces derniers. 50 millions, c'est pas rien. Et le Conseil national des supporters du Bénin aussi a reçu une cagnotte de 10 millions de francs CFA. Donc en gros, tous les acteurs ont été pris en compte à travers ces subventions qu'il faut saluer et souhaiter que ça se pérennise, bien évidemment, parce que ça constitue un ouf de soulagement aux différentes associations et fédérations sportives. Est-ce que vous avez senti une certaine prise de conscience de la part des différentes fédérations et associations sportives depuis que ces subventions vont à leur endroit? Avec un développement par la suite, une évolution dans le sport, le football, le basket et bien d'autres fédérations. De toutes les façons, on note un engouement, n'est-ce pas, des patrons de ces fédérations qui se disent qu'au moins l'État central a un regard d'accompagnement, n'est-ce pas, en leur direction. Ce qu'il faut faire au-delà de souhaiter que l'action ou l'appui donc de l'État central se pérennise, comme on le souhaite à
Hakime Seydou Seni, c'est de souhaiter également que les patrons des fédérations et les différents acteurs du monde sportif qui bénéficient donc de cet accompagnement puissent en faire bon usage, de manière à ce que le gouvernement, à travers le ministère des Sports, puisse se sentir lui aussi encouragé et savoir pour pouvoir chaque fois mettre on a constaté qu'il y a une certaine évolution dans le montant qui est distribué, c'est dire donc qu'il y a une très bonne gestion qui est faite de la part de la fédération. Ça veut dire qu'il ne faut pas que chemin faisant, on puisse décourager l'État central qui chaque fois met la main à la pâte, met la main à la poche pour décaisser et accompagner. Ces accompagnements, on a senti leurs résultats parce qu'on est allé de manière graduelle depuis le précédent régime, n'est-ce pas? Et depuis 2018, 2016, 2018 et en 2021, on passe à 1 milliard poussière. Ça a doublé de l'année dernière à aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, un bon travail se fait au niveau des fédérations. Il faudrait que la manière dont on a investi pour booster le secteur, n'est-ce pas, que ça puisse vraiment prendre et que la folie du franc CFA ne puisse pas monter à nos patrons de fédération pour que l'argent soit orienté à réaction, André. Je pense que c'est une bonne chose. On a besoin pour le football. Vous savez, depuis 2016, il y a une nouvelle dynamique dans le sport au Bénin. Et c'est un fonds mis à disposition des fédérations et associations. C'est une suite logique de cette dynamique mise en place. Les jeunes ont repris à jouer, ça joue désormais, et tous ceux qui vont sur les stades témoignent de ce que le niveau est vraiment bien et s'améliore au fur et à mesure que ce championnat se poursuit. On va souhaiter que davantage d'efforts soient faits dans ce domaine-là pour vraiment hisser le Bénin en tête de peloton des nations de sport en général, parce qu'il n'y a pas que le foot, n'est-ce pas, dans le pays. Le Bénin fut une très grande nation de boss, même si après la génération des Soweto, Georges Bokor, Nazer Padonou et consorts a vécu, et qu'on a apparemment un peu du mal à en avoir une nouvelle. Ça va finir par venir si les efforts se maintiennent. Justement, Hakimi nous a présenté, vous avez parlé de boxe tout à l'heure, le portrait d'un jeune boxeur que nous avons vu la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Profiter pour avoir un clin d'œil pour notre ami John Brie qui se bat justement et qui tient nos ceintures sous la main pas cette temps de campagne et qui vient par ici tout le temps pour le présenter. Oui. Non, ce qui est clair, c'est si on note une certaine amélioration quand même dans le rendement de nos jeunes, que ce soit dans le football et dans d'autres disciplines. Je pense que c'est parce que justement le jeune sait que quand il vient, il finit l'entraînement, il ne va pas délai du gari. Il sait qu'à la fin du mois, il a un salaire, ou tout au moins qu'il est intéressé, et donc il se donne à l'activité. Je pense que c'est une bonne chose. Et si on est passé d'un montant à son double, c'est justement parce qu'il a sans doute, l'État béninois a sans doute constaté une bonne gestion de ce qui est fait jusque-là. Et je pense que pour ma part, il faut poursuivre dans cette logique-là. Et pourquoi pas incliner également aux hommes des médias que nous sommes, parce que justement, ça fait partie des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a eu cette table ronde-là. C'est pour que les médias ne soient pas les enfants oubliés de la nation. Les associations de journalistes sportifs aussi ont-ils reçu de la part du ministre une subvention? Non, pas du tout. Ailleurs, ça se fait. Oui. Peut-être parce qu'ils ne sont pas, on n'est peut-être pas pour les formations organisés. Je veux faire des amis parmi vous ce matin. Pourquoi les subventions à l'association sportive? Ce que les journalistes font au monde sportif au Bénin, ce n'est pas rien. Mais malheureusement, ce n'est pas encore totalement reconnu. On veut espérer, ça va faire partie des plaidoiries que nous allons faire instamment, que les prochaines subventions aussi puissent venir à l'endroit de la presse sportive. Et pour que cela en soit ainsi, il va falloir que la presse sportive elle-même s'organise. Elle n'est du tout pas organisée, et donc on en profite pour faire de cette presse sportive l'enfant pauvre du mouvement sportif. Merci beaucoup. Journée internationale de la femme. On va parler du militantisme féminin et l'autonomisation de la femme avec cette activité du parti UDBN. C'était hier. On va retrouver en plateau Madame Valérie Idossou, elle est déléguée nationale aux affaires sociales. Merci, cher monsieur Hakime. Vous nous reviendrez tout à l'heure pour les sports. Exactement.
Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. C'est mieux. Le store jour et nuit, un nouveau type de rideau anti-chaleur adapté à vos chambres, salles de réunion, bureaux et autres. Il donne un aspect très décoratif et tendance à vos fenêtres. Pour tout achat en gros ou en détail, contactez Galerie Elda, située à 100 mètres des feux tricolores du carrefour Agla, en allant vers Ménontin. Téléphone 97 68 36 52 95 38 52 52. Galerie Elda, le luxe à petit prix. Et voilà qui nous installe dans le plateau invité de ce lundi sur Actu Matin, Journée internationale de la femme, on en parle, et cette fois-ci du militantisme féminin, de l'autonomisation de la femme, de son leadership et autres. On va en parler avec vous, Madame Valérie Dossou, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes la déléguée nationale aux affaires sociales du parti UDBN, qui était d'ailleurs en activité hier. Je vous reçois en compagnie de Wahaba Libora. Madame Valérie Dossou, bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui et votre parti UDBN, n'est-ce pas, a procédé de manière anticipée à cette célébration, et lorsque les autres équipes à d'autres destinations, n'est-ce pas, s'assemblent pour manger, pour boire, vous avez décidé de faire de cette journée une journée de réflexion. Pourquoi avoir fait cette option? Merci, monsieur le journaliste. Bonne fête à toutes les femmes du Bénin. En réalité, la journée internationale de la femme devrait être une journée de réflexion. Il est vrai que c'est une journée qui célèbre d'abord les femmes, mais aussi et surtout est une occasion de réfléchir sur la condition des femmes. Pendant longtemps, on a fait autrement, mais à l'UDBN, notre vision, c'est toujours, elle reste la même, d'accompagner nos militantes pour qu'elles acquièrent des connaissances, pour qu'elles acquièrent des stratégies pour devenir autonomes et pour manifester un leadership féminin positif. Donc, nous avons plutôt choisi que notre journée soit réflexive, parce que depuis 2020, nous avons commencé un certain nombre d'activités. Nous avons fait des symposiums sur les conditions familiales et sociales des femmes. Elles sont toujours demanderesses de stratégies. Et vu le thème de la journée, nous nous sommes dit, voilà une occasion, parce que c'est le positionnement des femmes dans la lutte contre la pandémie et dans la relance des économies nationales. Donc, il était opportun pour nous de discuter avec nos femmes pour qu'elles sachent qu'elles sont partie prenante du développement de ce pays et qu'elles affûtent leur stratégie. Quelle est la situation de la femme militante UDBN selon vous? Femme très épanouie, moins épanouie, qui a besoin de coaching, d'accompagnement? Il faut d'abord dire qu'à l'UDBN, nous avons différentes catégories de femmes. Il y a des femmes intellectuelles, il y a les femmes commerçantes, il y a les femmes responsables d'entreprises, il y a les femmes responsables d'organisations communautaires à la base. Et le monde évolue. Il y a des femmes battues, n'est-ce pas, au sein de l'UDBN? Certainement qu'il y a des femmes victimes de violences, c'est sûr. Nous avons une écoute attentive par rapport à ces femmes-là. Mais en fait,
À l'UDBN, avec la vision de notre leader, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, nous anticipons sur les besoins des femmes. Dès que nous avons nos oreilles partout, dès que nous entendons ça ne va pas, la Covid nous a tout pris, on ne sait pas comment faire, on anticipe. Et cette journée est venue entériner cette vision d'écouter les femmes, de leur donner la parole et de les aider à affûter leur stratégie, parce que tous les pays du monde sont dans une économie de relance après la pandémie. Il est vrai qu'au Bénin, la crise a été maîtrisée. Notre PIB intérieur, le PIB est maintenu à 2,3. C'est vrai qu'on espérait mieux pour 2020, mais il y a une projection pour 2021 qui est de 5, et quelques. Il y a une projection pour 2022 qui est de 6, et quelques. Comment les femmes vont participer à cette relance économique? Ça fait partie des préoccupations de notre parti. Et nous pensons que nos femmes, quelle que soit leur catégorie, ont besoin de mettre la main à la pâte. Et c'est par le leadership féminin que ces stratégies peuvent être mises en place. Et bien entendu, c'est ça la thématique que vous avez développée, le leadership féminin pour un monde égalité, sinon pour un futur égalité, alors que nous sommes en période de Covid-19, n'est-ce pas? Quelle est cette portée? Quelle est la portée de ce thème? Voyez-vous, la crise sanitaire, la pandémie de la Covid a remis en cause l'ordre international, les certitudes. Et dans les pays où les femmes ont été en avant de cette lutte, dans les pays où les gouvernements sont dirigés par les femmes, je ne dis pas que les gouvernements qui sont dirigés par les hommes ne font pas quelque chose, mais on a observé que dans les pays où les chefs d'État sont des femmes, dans les pays où les chefs de gouvernement sont des femmes. Même si on en a très peu. Même si on en a, exactement. Et ça constitue un laboratoire, en fait, pour le leadership féminin. On a constaté que le style de leadership qui a été mis en place par ces femmes a été très positif. Parce que c'est un leadership collectif, c'est-à-dire collaboratif. C'est un leadership de coaching au lieu d'être de commandement. Et puis, ce qu'on a surtout observé, c'est que c'est un leadership teinté de valeurs humaines. Les femmes ont appris à écouter depuis leur famille. Les femmes ont appris à être compatissantes. Des fois même, il y a un stéréotype lié à ça. Vous êtes des êtres faibles. Mais en réalité, ce sont des éléments de leadership qui permettent de lutter contre une pandémie, parce qu'en pleine pandémie, tout le monde a besoin d'être écouté, tout le monde a besoin de ne pas être stressé davantage. Et dans la mesure où ce laboratoire de femmes qui étaient en avant a montré que ce leadership marche, pourquoi ne pas continuer alors que nous sommes maintenant dans un contexte de relance? Donc voilà un peu la portée pour nous. Et puis pour nos femmes militantes, elles ne doivent pas rester en marge de cette lutte, en marge de cette relance économique dont le Bénin rêve. Alors, vous travaillez au niveau de l'UDBN pour l'autonomisation des femmes. Ça, c'est un détail non négligeable. Ça revient en quelque sorte à un accompagnement de l'État central qui, à travers les microcrédits et autres, n'est-ce pas, appuie les femmes. Vous, au niveau de l'UDBN, le travail pour l'autonomisation des femmes, ça se résume en quoi concrètement? D'abord, notre leader, elle a beaucoup fait pour l'autonomisation des femmes. Pendant longtemps, elle-même, de sa poche, elle a financé les microcrédits pour les femmes de son mouvement. Et aujourd'hui, nous avons un dispositif de l'État qui permet aux femmes d'avoir de la microfinance. On en a parlé également parce que les femmes ont besoin d'informations à ce sujet. À notre activité de réflexion, nous les avons orientées vers les structures qui font cette microfinance et qui sont assermentées ou certifiées par l'État. Nous leur avons parlé des conditions et ça a été le moment pour ces femmes de nous dire les difficultés qu'elles avaient à ce propos. Et chose très positive pour ces femmes-là, c'est que notre leader a pris des engagements de mieux comprendre leurs difficultés et de les aider aux besoins, parce que les microcrédits, c'est quand même pour toutes les femmes du Bénin qui peuvent fructifier de l'argent et qui peuvent participer au développement de leur communauté. Alors, on va continuer à parler femmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la femme militante au niveau de l'UDBN gagne, contrairement aux autres femmes qui peut-être ne militent pas ou militent dans d'autres formations politiques, par exemple? Alors, à l'UDBN, les femmes que nous avons gagnent tout le temps en accompagnement, en écoute.
Et Dieu seul sait qu'elles ont énormément de choses à partager, qu'elles ont énormément de conseils à demander. Et cette façon de les traiter, de leur donner la parole, les met en confiance. Et dès qu'elles ont une difficulté, quel que soit l'endroit où elles sont sur le territoire national, vous avez... Et là, c'est aussi une possibilité pour elles d'utiliser les nouvelles technologies. Vous voyez une femme qui vous écrit sur WhatsApp et qui pose un problème et qui demande des conseils. C'est cela ce que les femmes militantes de l'UDBN gagnent, parce qu'il y a une ouverture jusqu'à la présidente qui laisse même son numéro, son téléphone ouvert 24h/24. Et les militantes, ce n'est pas ce qui est souhaité. Les militantes arrivent même à lui envoyer des messages pour lui demander des conseils. Donc, ce qu'on garde, c'est cette proximité avec les autres femmes qui ont de l'expérience. C'est cette proximité avec le leader. C'est cette proximité avec les hommes aussi, parce que quand ce sont des challenges avec des hommes, il n'y a que des hommes pour dire comment ça se passe. Les intrigues, il n'y a que les hommes pour dire, mais attendez, voilà comment ça se passe. Et ça, ce sont des partages d'expériences peut-être qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres partis politiques, mais au moins quand on n'est pas dans un parti, on ne peut pas le savoir. Or, le leadership, c'est quand même du savoir. Alors, vous parlez de leadership, vous avez un leader, c'est une femme, Claudine Prudencio. Quel a été son mot à ce rendez-vous que vous avez eu avec les femmes militantes? Oui, l'un de ses mots, je vais dire, c'est son engagement à aider à lever les obstacles sur le chemin du leadership féminin. Dans la mesure où les hypothèses sont vraies, on les a testées sur le terrain ce jour-là. On a compris que c'est le même type de leader que les femmes exercent, quel que soit le niveau. Au niveau familial, on a vu les femmes mettre le dispositif de lavage des mains. On les a vues plus aguerries pour le nettoyage des maisons. Elles ont fait des masques. La majorité des masques conçus ont été conçus par des couturiers et chefs d'atelier. Elles ont fait du savon liquide et elles ont été compatissantes. Donc ce leadership qui est d'abord international, décrit de façon internationale, a été validé aussi à l'interne lors de notre atelier. Et le mot que notre présidente a bien voulu dire, c'est qu'il faut améliorer ce leadership et elle s'engage à travailler pour qu'au Bénin, on lève progressivement les obstacles pour atteindre un leadership féminin de qualité qui soit éclairant, c'est-à-dire qui puisse éclairer les prises de décision et qui soit aussi apaisant. Parce que dans ce style de leadership, on a entendu l'écoute, on a entendu la conciliation. Donc, à l'UDBN, nous estimons qu'aucun leadership ne peut être un leadership de violence. Aucun leadership, féminin en tout cas, ne peut être un leadership d'insulte, de provocation. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Très souvent, au cours de vos différentes sorties, vous mettez beaucoup plus l'accent sur la femme, l'autonomisation de la femme, le leadership féminin et autres. Alors, c'est-à-dire que votre parti, votre formation politique est exclusivement réservée à la dimension féminine. Pas du tout alors. Pas du tout alors. En fait, il y a toutes les catégories, tous les sexes sont représentés dans notre parti. Il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les hommes d'un certain âge et tout, qui savent qu'ils ont leur place. Mais quand vous avez beaucoup de choses à faire, il est conseillé de segmenter pour adresser davantage les problèmes des personnes qui sont plus en besoin. C'est de la justice sociale. Donc, au Bénin, on a juste constaté que ceux qui sont surtout en arrière, ce sont les femmes, ce sont les jeunes. Les statistiques Vous avez donc en disent long. Une priorité. Voilà, on en a fait une priorité simplement, mais tout le monde compte à l'UDBN, toutes les catégories. Et je vous ai dit tantôt que nous avons aussi toutes les catégories socio-professionnelles qui se donnent la main pour que le militantisme féminin avance dans notre pays. Alors, votre leader, c'est une femme. Est-ce que pour les différentes catégories, notamment les hommes particulièrement, n'est-ce pas, ils ont l'écoute? Est-ce qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à obéir, se mettre au pas lorsqu'il y a des injonctions qui sont données par la présidente? Les injonctions ne sont pas liées au sexe. Les injonctions sont liées. Et puis bon,
le mot elle fait pas souvent des injonctions. Ça vous paraît un peu trop impératif. Voilà, et tout à l'heure je disais que notre leadership est plutôt collaboratif et ainsi de suite. Vous savez, à l'UDBN, chaque responsable a une lettre de mission. Et nous avons parmi les responsables, il y a les hommes. Le directeur de l'école, c'est un homme. Il y a beaucoup de personnes chargées de communication, c'est un homme. Alors, c'est pas une gestion liée au sexe. C'est une gestion liée aux objectifs à atteindre. Et je crois que tout le monde, y compris les hommes, vous pouvez aussi leur tendre votre micro, ils ont compris en fait. Ça peut être choquant au départ qu'on mette une certaine catégorie en avant, mais nous essayons... C'était une question de priorité. Voilà, c'était une question de priorité. Sinon, tout le monde est entendu, écouté chez nous. Alors, vous travaillez pour l'autonomisation de la femme, pour son leadership d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Comment voyez-vous la situation de la femme béninoise? Très bien. D'ici 3 ans. En 2023, nous avons les échéances législatives. En 2026, nous avons également les échéances communales et puis nous avons plein de choses en perspective. C'est bien qu'actuellement, il y ait déjà la nouvelle constitution qui va permettre à plus de femmes d'être à l'Assemblée nationale. C'est bien que nous, en tout cas, le duo que nous supportons est un duo mixte. Et c'est une opportunité de leadership et d'autonomisation déjà des femmes. Mais à l'UDBN, nous rêvons qu'il y ait plus de femmes. C'est vrai qu'on a dit un certain nombre, 24 si ma mémoire est bonne, mais on peut en avoir plus. Et nous voulons aussi qu'il y ait plus de femmes élues locales parce que la gestion des communes, vous le savez, pose suffisamment de problèmes lorsque les personnes qui sont dans les difficultés ne sont pas représentées. Nous voulons aussi beaucoup de femmes qui soient des entrepreneurs. Il y en a, les innovatrices, il y en a, mais nous voulons qu'elles soient plus nombreuses. Nous voulons aussi qu'elles participent à la budgétisation sensible aux gens dans notre pays. Parce que si elles ne sont pas présentes sur le plan stratégique, les décisions vont découler uniquement des hommes qui ne sont pas toujours conscients de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire. C'est pour ça, notre rêve, c'est que le leadership féminin et l'autonomisation des femmes soient à son paroxysme d'ici quelques années au Bénin. D'accord. Il y a Augustin Renvoy-Blas qui apprécie bien vos échanges de ce matin, qui précise que ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme, et donc de rappeler aux femmes que ce n'est pas un jour de fête. Exactement. Et ça, c'est vrai. La confusion est vite faite, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Valérie Dossou, déléguée nationale aux affaires sociales de l'IDBN. Merci à vous également. Merci Christian, Madame Dossou. Merci bien. Voilà. On va retrouver dans un instant Hakimi Ousseni pour les informations sportives de retour de week-end. Et juste après, vous aurez votre revue de presse. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse.
pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et c'est les sports sur Actu Matin. Vous êtes de retour en plateau à Kimé Ousseli et on revient d'un week-end. Les matchs retour de la Ligue Pro ont repris. Exactement. La première journée de la phase retour de la Ligue Pro était au menu de l'actualité sportive ce week-end. Pour un cliché, retenez Christian qu'au niveau des 4 zones, il y a eu une seule victoire, que dis-je, au niveau de la zone B, une seule au niveau de la zone C, une seule victoire au niveau de la zone D. Il y a eu un seul nul au niveau de la zone A, comme pour dire, bien entendu, que ça fait un peu serré la reprise donc, de la phase retour de la Ligue Pro. Commençons déjà par nous intéresser à ce qui s'est fait dans la zone A, c'est-à-dire la zone qui regroupe les clubs du Septentrion, pour faire constater qu'au stade d'Achokuma de Djougou, Real Sport et puis, que dis-je, à Parakou plutôt, Real Sport et puis les Panthères de Djougou sont séparés dos à dos. Un but partout, c'était bien ce samedi. Et pendant qu'ils jouaient un match nul du côté donc, de Parakou Christian, il y avait, je dirais, une pluie de buts du côté du stade à Tchoukman de Djougou en faveur de l'équipe visiteuse. C'était bien Dynamo de Parakou. Les conducteurs de l'INACOB sont allés dynamiter Dynamique de Djougou à domicile par le score sans appel de 5 buts à 0. Plus rien ne va au niveau donc de cette formation de Djougou, le second club de la ville après les Panthères de Djougou. 5 buts à 0, c'est ce qu'on retient en termes donc de résultat final entre Dynamique de Djougou et Dynamo de Parakou. Le dimanche, les 2 dernières rencontres de la zone A ont été disputées du côté de Tchaourou et du côté du stade Sakakina Gezere de Kandi à Tchaourou. L'Union sportive des Cavaliers du Nick qui a été battue par les Buffles Football Club du Borgou, score 1 but à 0, but marqué par Bekaou Junior. Et puis du côté du stade Sakakina Gezere de Kandi, eh bien, le terrain est utilisé par les 2 formations adversaires donc de ce dimanche. Ce sont les joueurs de Beke qui ont battu AS Takoune par le score d'1 but à 0. Ça commence par, je dirais, marqué de part du côté donc des éléphants de Kandi. Et pendant ce temps, pendant que les 8 clubs au niveau donc de la zone A étaient sur les aires de jeu, eh bien, Taneka de Natitengo était au repos. Dans la zone B, je voulais constater qu'il n'y a eu qu'une seule victoire et la victoire est à mettre à l'actif de Dadje Football Club qui a Paul Dessus Espoir de Savalou. Et les autres rencontres se sont soldées par des nuls. Esaü et puis Tonnerre se sont séparés dos à dos, un but partout. Dynamo d'Abomey et puis Damissa ont fait jeu égal, 0 but partout. Rodio continue sa série d'invincibilité Christian. Pas de but encaissé jusqu'à présent. Les Koumé Boys ont été tenus en échec pour dire les choses comme ça, puisque désormais, eh bien, c'est Rodio qui contrôle les débats au niveau de la zone B. Rodio et puis Énergie de la SB2 ont fait match nul, 0 but partout. Dans la zone C, Éternel, Omnisport a été battu par les Requins de l'Atlantique, visiblement. Ça a repris comme ça a commencé à l'occasion de la phase aller. Je vais parler d'Éternel Omnisport qui avait été battu. On se rappelle aussi lors de la première journée de la Ligue Pro dans cette zone C par Requins de l'Atlantique. Les Requins ont récidivé en prenant le dessus donc sur Éternel, 1 but à 0. Et les autres rencontres disputées donc ce week-end comme temps pour la 10e au niveau de la zone C se sont soldées par des matchs nuls. La Didja et puis la Jacques ont joué à l'université d'Abomey-Calavi. Les 2 formations se sont séparées dos à dos, un but partout. Il y a le 0-0 entre Aspac et puis AS Police. Et puis le 1 but partout entre Soleil de Cotonou et puis AS Cotonou. Pendant ce temps, UPONM était au repos. Enfin, dans la zone D, la GSP et puis les Dragons de Lemay ont fait match de 1 but partout. La GSP menait donc au score. Et bien,
Il a fallu un Gaston Mbedi très inspiré pour établir la parité à l'occasion de cette confrontation entre la JSP. C'était au stade Jean-Gascon de Pobey et puis les Oranges et Noirs de la capitale. Un but partout. Avant encore Nisport qui commence pas à se réveiller, à tenir un échec. Ça, il faut oser le dire, puisque Asvo fait partie des prétendants au premier rôle à jouer dans cette zone. Avant comme Nisport, après sa victoire le week-end, je dirais en dernière journée de la phase aller, eh bien, avant comme Nisport Senpo a fait donc jeu égal avec Asvo. Un but partout. Ayema et puis Assos se sont séparés 2-2 avec 4 buts marqués, 2 buts de part et d'autre. Ayema 2, Assos 2. Jefa, quoique réduit à 9 après le déçu sur l'Union sportive de Semetake, 1-0. À l'arrivée, on retiendra que les choses n'ont pas complètement trop changé en termes, je dirais, du classement au niveau de ces différentes formations. Dans la zone A, Dynamo de Parc reste toujours leader, suivi des Buffalo FC du Borgou. Un seul point sépare les deux formations. Le troisième, c'est bien Beke de Bembereke. Dans la zone B, c'est bien Rodo qui reste toujours leader, suivi de Zaïe. Et puis, d'énergie de la SB2E. Dans la zone C, là, ça fait très serré, Christian. Les requins, autant que Adidja, autant que l'Es Cotonou ont les mêmes points, mais on retiendra que dans l'ordre, eh bien, l'Es Cotonou reste leader avec 19 points, suivi de Adidja également. Et puis enfin, les requins donc sont troisième, mais on retiendra que les trois formations totalisent le même nombre de points. Et puis enfin, dans la zone D, naturellement, eh bien, les Dragons restent leaders avec 18 points, suivi de très près par Ayema, 16 points, et puis 15 points pour Assos de Porte-Novo. Les rencontres de la 11e journée sont prévues pour déjà ce milieu de semaine. Et puis, on retiendra qu'à l'occasion donc du week-end, on aura les rencontres de la 9e et puis de la 12e journée au niveau de ces différentes poules. Nous allons rapidement dire un mot sur l'épilogue de la CAN des U20, c'est terminé. Donc, du côté du Nouakchott, c'est en Mauritanie. Les projecteurs se sont éteints sur l'édition 2021 de la CAN des U20. Et on retiendra que c'est le Ghana qui a été sacré, donc vainqueur de cette épreuve. Ça fait le 4e sacre pour les gagnants qui ont pris le dessus sur l'Ouganda. 2-0 après 93, 99, 2009. Et bien, ça fait 2021 pour les gagnants qui sont sacrés pour la 4e fois, vainqueur de l'épreuve. Deuxième nation la plus titrée après, j'allais dire, ils partagent donc le même nombre de trophées avec l'Égypte. Et puis on retiendra que c'est bien entendu le Nigeria qui reste le solide vainqueur de cette épreuve, puisque le Nigeria a dans son escarcelle 7 trophées emportés. On va rappeler qu'à l'occasion donc de cette compétition et la petite finale qui a opposé la Gambie et la Tunisie, la Gambie qui se trouvait être une des révélations de cette édition 2021 de la CAN, autant que l'Ouganda, eh bien, la Gambie a battu la Tunisie au tir au but, 4 tirs réussis pour les Gambiens contre 2 pour la Tunisie, puisque les deux formations se sont séparées, 0 but partout au terme du temps réglementaire et puis de l'extra time. J'en aurais fini, Christian, lorsque je dirais que la série d'invincibilité s'est terminée du côté de la Premier League, c'est en Angleterre, à l'occasion du derby entre les deux Manchester, les deux Mancuniens. Eh bien, ce sont les Reds Devils de Manchester United qui ont pris le dessus sur les Sky Blues, score à l'arrivée, 2-0. C'est terminé donc la série d'invincibilité donc pour les hommes de Pep Guardiola, même si entre-temps, il reste toujours le solide leader. 11 points séparent désormais le leader qu'est Manchester City au dauphin qu'est Manchester United. Mais on retiendra que la série s'est terminée pour Manchester City, mais du côté de Man U, en termes d'invincibilité, mais du côté de Man U, eh bien, on écrit également de nouvelles pages, puisque ça fait la 22e rencontre à l'extérieur remportée par Manchester United. Donc, terminé donc les stats pour Manchester City, mais ça se poursuit désormais pour Manchester United qui a encore 4 déplacements à faire à l'occasion de la Première Ligue saison sportive 2020-2021. Christian, c'était les sports. C'était les sports avec vous, Hakime Ousseni. Rendez-vous ce soir. Exactement, pour le grand format de Canal Sport, on aura comme invité Aimé Sebio, c'est lui le patron de l'encadrement technique de la CNSS Handball Club. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Merci. Très bonne journée du lundi à vous, mesdames et messieurs. Nous allons retrouver la régie avec la compilation des faits d'actualité, ici relayée par Asionvon Kanye Asionvon. C'est la revue de presse. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. L'information majeure dans la presse à ce jour est le dépôt de la candidate recalée du Parti Les Démocrates, Rekia Madougou, en prison. Le télégramme l'affiche en gros titre. Rekia Madougou et 3 co-accusés sous mandat de dépôt.
Le matinal précise qu'elle est déposée à la prison et informe que l'actuel ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, accable l'ancienne ministre avec de nouvelles preuves. Bénin Intelligent ajoute que Modeste Kérékou enfonce Madougou et a brandi publiquement une série de captures d'écran d'une communication WhatsApp datant de 2018. Pour Fraternité, Modeste Kérékou fait de troublantes révélations et en rajoute aux accusations qui pèsent sur la candidate des démocrates recalés à l'élection présidentielle et qui séjourne depuis quelques jours à la prison de Missérété. Dans une déclaration le vendredi dernier, il a preuve de messages WhatsApp à l'appui révélé une supercherie dont il a été informé sans le vouloir le 23 décembre 2018. Aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche un numéro togolais avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et ai aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. À en croire le journal, il dit pouvoir rendre disponible son téléphone pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. La Nation souligne que les échanges entre la candidate recalée à la prochaine présidentielle et son destinataire, qui n'est réellement pas le vrai, évoquent des noms de chefs d'État de la sous-région que cette dernière trouve partant pour mener des offensives collectives contre Patrice Talon en disgrâce. À leurs yeux, le challenge va plus loin en écrivant que Modeste Kérékou révèle les implications sous-régionales du complot contre le Bénin. En décryptant la déclaration et les révélations faites par le ministre, écrit le Nouvel Observateur, plusieurs remarques sont faites sur les dites captures d'écran, brandies comme preuves qui font croire à une conspiration par les observateurs. Une première remarque est faite au niveau des heures d'envoi et de suppression des messages contenus dans les captures d'écran. Le journal d'écrire que les révélations du ministre Kérékou sont contrariées. Le pays émergent rapporte que des réactions pleuvent d'un peu partout pour demander la libération immédiate de Rekia Madougou. C'est le cas du mouvement populaire de libération, de Sabi Korogoné, de la déclaration du Parti Les Démocrates, du communiqué de l'Union sociale libérale. En tout cas, souligne l'autre quotidien, les autorités prennent donc cette affaire au sérieux et malgré les condamnations, les dénégations de la défense de l'ancienne ministre de Boniaï et le soutien des membres du Parti Les Démocrates qu'elle a coiffé au poteau bien que parachuté, les autorités de la justice persiste et signe. Il y a bien des indices, notamment les transactions qu'il y aurait eu entre un ancien officier de la gendarmerie à la retraite, le nommé Ibrahim Touré, et Georges Saka, un homme politique, qui ont été interpellés par la police. Dans ce contexte de tension et à un mois presque de la présidentielle, la dépêche fait observer que la loi ne permet à aucun opposant d'être candidat. Dans tous les cas, estime le Nouvel Observateur, la paix n'est pas un groupe de 2 mots qui donnent des mots MAUX, mais au comportement qui empêche la survenance des mots que les mots ne sauraient guérir et faire oublier. Pour qu'il en soit ainsi, sont sollicités le chef de l'État et son gouvernement, toutes les sensibilités politiques, les institutions de la République, la société civile, les confessions religieuses, les écoles ésotériques, les sociétés mystico-religieuses, d'autres composantes et tous les citoyens. Bénin Intelligent rapporte que des soutiens du duo Koué-Agossa prêchent la paix. Les divergences politiques ne doivent pas compromettre la paix, rappellent les femmes et jeunes du Koufo soutenant le duo Koué-Agossa. Dimanche 7 mars, ils se sont mobilisés pour exhorter à des comportements citoyens et responsables. Et dans le septentrion, renseigne le matinal, Abdoulaye Biotchane et Charles Toko sont en campagne pour la paix et des leaders d'opinion du Borgou et de l'Alibori sont sensibilisés. Fraternité informe que l'Amazone politique du Bénin est toujours au front et sa voix porte encore ce 8 mars 2021, journée internationale de la femme, pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Elle l'a martelé dans son discours le dimanche 7 mars 2021.
L'ambition de l'UDBN, c'est de porter le leadership féminin au Bénin au paroxysme de la qualité. Mon parti est prêt à travailler pour lever les obstacles sur le chemin. C'est pour cela qu'il ne cesse à chaque fois, à travers ses activités, de donner la parole aux femmes pour connaître leur vécu et leur apporter des informations et stratégies prouvées ailleurs, a martelé la présidente Claudine Prudencio. Selon le journal Pour le Meilleur, à entendre la présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio, ce thème traduit la volonté des Nations Unies de voir tous les pays du monde célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et filles du monde entier. Dans la suite, l'autre vision, le radar s'intéresse au chef du 8e arrondissement de Cotonou, Alain Kossi Baguidi, homme d'action qui s'est mis dès son installation au service de la population. Son sens d'ouverture et sa générosité sont des qualités pour lesquelles il est sollicité comme parrain pour de nombreux événements. Les actes posés au quotidien conformément à cette vision font qu'il est sollicité. Pour preuve, les femmes du 9e arrondissement de Cotonou, en raison du savoir-faire de Alain Kossi Baguidi, l'ont choisi comme parrain de la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme. Un prix lui a même été décerné à cette occasion pour son exemplarité hors pair. Merci d'avoir été à l'écoute de la revue de presse. Merci à Siomo Kanya Siomo pour la revue de presse. Merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était votre matinale Actu Matin. Rendez-vous demain, mardi. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.